Madame la médecin générale inspecteur, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, cher professeur Tabassom-Simon, Madame la présidente, cher Christos, au fond, notre ancien président, Mesdames, Messieurs les autorités de l'ARS et du ministère des Solidarités et de la Santé. Marina et moi, nous allons vous présenter donc le travail qui a été fait au sein du GT Recherche en Soins et il nous paraissait important de faire une rétrospective sur ce que nous avions fait et sur ce qui reste à faire, parce que quelque part ce GT c'est le vôtre, c'est celui qui réfléchit aux actions que l'on peut mettre en place pour favoriser la recherche en soins, et il nous paraissait important de faire un point là-dessus et puis vous expliquer toute la démarche qui a été la nôtre. Donc Marina, je te laisse te présenter. Marina Vigneault, je suis cadre supérieure de santé coordinatrice de la recherche en soins dans le GHT Confluence Val-de-Marne-Essonne, et plus précisément au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Donc moi, je suis l'infirmier anesthésiste de l'hôpital des armées du 2e grade de Julien Bouix. Je suis actuellement doctorant donc en sciences infirmières et ici, je sers au profit de l'école du Val-de-Grâce. Nous sommes donc tous les deux les copilotes de ce GT. Alors, du coup, le GIRSI, alors je ne vais pas plus m'étendre parce que le professeur Simon a bien avancé sur les missions des GIRSI, donc je ne vais pas réitérer les choses, à part pour dire effectivement que c'est des groupements interrégionaux pour la recherche clinique et l'innovation, sauf à l'exception de notre région Île-de-France qui est un GIRSI régional en tant que tel, et autour de la nation, nous en avons 7 au total, qui ont été créés par la DGOS via la circulaire de juillet 2011. Donc les missions, comme le disait le professeur Simon, étaient de développer et d'animer la recherche clinique dans son territoire, également d'organiser des PHRC et des appels à projets propres dans la région, typiquement l'appel à projet à Presso, qui est sorti en mars de cette année, un appui aux établissements justement de la santé et des structures de soins primaires qui n'ont pas forcément de structure de recherche afin de pouvoir mutualiser les moyens puis des compétences, une certaine professionnalisation de l'ensemble des acteurs, bien sûr, qui sont impliqués dans la recherche, par l'organisation de formations et d'informations en recherche clinique. Donc la mise en réseau également de professionnels de santé qui permettent de favoriser un maillage régional, comme le disait le professeur Simon, afin d'avoir une certaine dynamique, et puis promouvoir la collaboration en matière de recherche. Et en dernier point, la gestion des équipes mobiles de recherche clinique en cancérologie qu'on appelle EMRC. Alors, l'organisation des GIRSI et également des inter-GIRSI, hein, je parle sous le sceau de Bastien, qui m'avait dit qu'il y avait une grande liberté justement en termes d'organisation de ces GIRSI. Donc voilà, qui nous permettent en inter-GIRSI après d'avoir des réunions régulières pour partager des besoins communs et coordonner des actions et partager des retours d'expérience notamment. Il existe déjà au sein de certains GIRSI de la nation, que ce soit Grand Ouest ou Grand Est, des commissions paramédicales et des groupes de travaux de la recherche en soins qui sont déjà peut-être, on peut le dire, un peu plus développés qu'au sein du GIRSI Île-de-France, mais la région Île-de-France a un certain dynamisme et donc du coup, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir monter et grader. Comme le disait précédemment le professeur, plus de 30 établissements qui sont membres, l'adhésion est relativement libre et elle est sur avis favorable du bureau. Et ce bureau est composé à ce jour de membres titulaires et suppléants qui sont répartis dans 5 collèges. Donc il y a le collège des CHU, le collège des ESPIC et CLCC, le collège GHT, HIA, CH hors GHT, j'espère que j'ai perdu personne sur les acronymes, le collège des soins primaires, puis le collège des établissements privés. Donc plusieurs groupes de travaux ont commencé, sont en place au sein de l'Île-de-France. Alors nous avons le GT de recherche en santé mentale, le GT de recherche en soins primaires, et puis le groupe de travail recherche en soins pour lequel on est devant vous aujourd'hui, sur lequel on va Il a été nécessaire quand même de poser un constat sur
sur la région et la recherche en soins dans cette région. D'abord, présenter sous forme de SWOT les forces. On est dans la région capitale, donc une forte densité en population en besoins de santé qui sont extrêmement variés, mais avec une grande disparité dans tous les déterminants de santé de la population. Donc une offre de soins très riche et des besoins assez importants. En même temps, cette région, c'est une région qui est connue pour son hypertechnicité. C'est vrai qu'il y a des hôpitaux de pointe très spécialisés avec des plateaux techniques que beaucoup envient. Sur la recherche en santé en général, c'est vrai qu'elle est très développée. Dans le domaine de la recherche paramédicale, quand on se compare, on a encore une marge de progression et c'est aussi l'avantage d'avoir ce GT. Statistiquement, on sait qu'effectivement, il y a pas mal de personnels qui sont aujourd'hui formés à la recherche, y compris des paramédicaux, des doctorants, et on retrouve un tissu qui a énormément de potentiel, mais on pourrait peut-être dire un potentiel de robot, un peu comme les neurones, c'est-à-dire qu'il nécessite d'être un petit peu activé pour pouvoir être un peu plus performant et puis aller ensemble vers un but commun. Sur les faiblesses, en fait, il y a une certaine hétérogénéité. Une hétérogénéité dans la culture entre les établissements eux-mêmes, que ce soit les hôpitaux universitaires ou des hôpitaux, plus des hôpitaux locaux. C'est sûr que quand on a un hôpital universitaire avec des enseignants-chercheurs médicaux, on a un tissu qui est un peu plus rodé à la recherche. Et quand on est isolé et paramédical, qui sont simplement initiés à la recherche, c'est un peu plus compliqué. Et puis il y a quand même un manque de visibilité des recherches qui sont produites par les paramédicaux, soit parce qu'elles restent anecdotiques, soit parce qu'en fait les porteurs restent discrets sur ce qu'ils font et n'ont pas encore le leadership pour pouvoir les présenter, aller plus loin dans leur diffusion. Il y a en même temps des opportunités qui sont importantes. La création des sections au sein du Conseil national des universités en 91 qui concerne la réadaptation et la réhabilitation, où on retrouve l'ensemble des métiers d'orthophonisme, kinésithérapeute, ergothérapeute, et puis la section 92 en sciences infirmières qui a été créée récemment. On a des doctorats qui sont menés dans plusieurs disciplines, essentiellement pas forcément en sciences infirmières ou en orthophonie, mais en neurosciences, en pédagogie. On retrouve beaucoup de personnels paramédicaux dans ces disciplines, puis demain peut-être des nouvelles disciplines qui seront amenées à prendre de l'emploi. Les enseignants-chercheurs qui commencent à être recrutés, ça reste encore discret aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de qualifiés, comme vous disiez, essentiellement, mais les postes encore commencent à arriver. On les compte par exemple sur les premiers doigts de la main. Gageons que dans les prochaines années, ce sera un peu plus important et qu'on ait une certaine place pour les vies appartenants, puisqu'il est certain que allier la pratique clinique et la recherche, c'est des choses indissociables. Comme vous disait Marina, dans les autres GIRSI, il y a aussi des groupes qui sont développés. On peut citer le GIRSI Grand Ouest avec la journée francophone de recherche en soins qui a lieu toutes les années et demie et qui est quand même l'événement national pour l'ensemble des paramédicaux. Mais il y a d'autres réseaux comme le Résidoc où on retrouve des doctorants de toutes disciplines qui se réunissent pour porter des sujets ou discuter ensemble d'avancement dans leur discipline. Donc cette mise en réseau, elle est importante. Elle est importante à faire. Elle est aussi intéressante parce qu'on peut porter aussi des recrutements parmi des cohortes qui sont déjà constituées dans certains services de CHU et cette mise en réseau permettrait d'améliorer aussi le recrutement dans les études des diverses études qui sont portées par les paramédicaux. Au niveau des menaces, cette densité régionale fait qu'on pourrait voir émerger plutôt qu'une compétitivité qui peut être vraiment intéressante, une forme de compétition et une absence de collaboration. Ce qu'on constatait nous, c'est qu'il n'y avait pas forcément de véritable connexion au niveau de la région et que ce n'était pas très structuré. Ça pouvait l'être entre certains établissements, mais pas forcément à l'échelle de la région. C'est ce qui a donc valu l'organisation de ce GT recherche en soins. On a un manque d'informations aussi sur l'organisation de la recherche et sur les activités qui peuvent être menées dans les différents établissements. Et l'objectif de ce GT, c'est aussi d'amener de l'huile dans les rouages et de faire de la connexion. Donc c'est ce qu'on va vous présenter un peu. Je vais vous présenter le travail de recherche en soins et notamment les idées et les objectifs vraiment qui ont eu à la constitution de ce groupe
personnes investies dans la recherche en soins au sein des établissements qui n'ont pas d'outils sur l'extérieur. Le deuxième point était décloisonné afin d'agir pour rompre justement cet isolement et favoriser la relation entre les différents établissements, mais aussi entre les différents départements de l'État. Nous avions envie de dynamiser, d'instaurer forcément des dynamiques régionales dans lesquelles tous les acteurs, et c'est ce qui sont nombreux, puissent converger, de favoriser l'équité par un même accès aux ressources et l'information proposée par le GRC sur l'ensemble de notre région de France, et puis des missions de co-développement afin d'améliorer toutes les collaborations entre acteurs qui sont déjà investis, mais aussi ceux qui ont envie de s'investir et de rentrer dans la recherche. Un point qui nous semble aussi intéressant, parce que c'est là un but ultime de la recherche, c'est la valorisation. C'est de se faire connaître, c'est de faire connaître ce que l'on fait, ce que l'on veut faire, que ce soit à l'intérieur de notre région, mais également à l'extérieur de notre région de France. Et puis, pourquoi pas demain, alors nous, on n'est pas resté sur l'international, on est resté sur le national, et on s'est dit d'abord que d'avoir un leadership national, ça pouvait être aussi intéressant, et un point sur lequel on voulait aller dans notre groupe de travail recherche en soins. Alors, enfin, on voit toutes les personnes du groupe de travail recherche en soins démasquées. Vous avez la chance de les voir sur ce trombinoscope. Donc, l'historique de la création de ce groupe de travail n'est pas si vieux que ça, 2019, suite à la première journée que l'on a eue et qui se tenait ici également. Et puis, voilà, suite à ça, on avait envie de transformer l'essai, d'agrandir ce groupe de travail pour réunir des acteurs complètement différents de formation, d'institutions, de localités. Et voilà, donc pour voir un peu comment on fonctionne à ce jour, on a été, par la crise sanitaire, forcément obligé d'être en distanciel, mais ce distanciel, ça nous a quand même permis de maintenir une force au sein de ce groupe de travail qui s'est quand même réuni tous les mois et demi, et la grande majorité des gens étaient présents à ces visios, sur lequel on a pu avancer quand même énormément sur tout le travail que l'on voulait faire. Et puis un énorme soutien forcément au GRC, à Christos et à Bastien en l'occurrence sur ces premières années. Un énorme soutien d'ailleurs parce que la journée quasiment, totalement gratuite pour les participants, et c'est vrai qu'on peut souligner quand même que c'est assez rare et on vous en remercie. Cette feuille de route, donc, elle est composée de 3 axes. Bon, il y en a un quatrième qui est assez simple, c'est qu'elle se poursuive. Mais globalement, elle repose sur la formation à la recherche en soins et l'animation scientifique qui est à créer dans la région et en interconnexion. On y retrouve le financement de la recherche, qui a été un gros développement cette année pour le GT, et puis les financements de soutien que l'on continue d'explorer. C'est une feuille de route qui sert à établir les fondements de ce GT, mais les fondements aussi du futur réseau, parce que la transformation du GT, c'est quand même créer ce réseau interrégional et lui donner corps véritablement. Donc quand on regarde cette feuille de route, elle est assez simple. On a l'ensemble des super, ça ne marche pas. Ça marchait hier, mais ça ne marche plus aujourd'hui. On a l'ensemble des axes. Ok, on va devoir changer un petit peu. Super. Voilà. Donc pour le premier axe, la formation et l'animation scientifique, nous avons procédé à un état des lieux. On a fait des questionnaires qui ont été adressés à l'ensemble des membres du GIRSI, où on a demandé l'identification des personnels qui participaient dans les unités de recherche clinique, dans les services, qui étaient doctorants, les cadres de santé, les praticiens, qui participaient à la recherche en leur demandant leur spécialité, leur niveau, s'ils étaient investigateurs ou coordonnateurs, ou s'ils s'intéressaient simplement à cette recherche. Et notre objectif est de créer une cartographie qui sera implémentée sur le nouveau site Internet pour qu'on puisse plus facilement repérer l'ensemble de ces acteurs. On va partir d'un travail qui est mené actuellement au sein du GIRSI Grand Ouest, puisque cette cartographie a été développée à leur niveau. Et nous allons réseauter avec eux pour voir si on peut étendre cette cartographie à notre région et à l'ensemble
du territoire, ce qui permettra une constitution assez éclairée de l'ensemble des personnels qui s'intéressent à la recherche en soins. Le deuxième point, c'était d'agir sur la formation continue. Alors on sait qu'on a une existence de formation institutionnelle et académique. Elle n'est pas forcément toujours colligée et regroupée dans des documents qui permettent de prendre connaissance de l'offre. On a fait un balayage de l'ensemble des formations proposées au sein des institutions membres. Et l'objectif que l'on a, c'est de pouvoir en faire la publicité plus régulière, mais aussi de favoriser, avec l'appui du GIRC, la mise en formation des personnels des établissements membres par un soutien financier pour ces personnels-là. Donc avec des allers-retours entre les institutions pour des formations à la recherche en soins, l'accompagnement au développement de projets et d'appels à projets. L'organisation sera faite sous forme calendaire et avec un calendrier prévisionnel qui sera mis à disposition sur le site. Et puis, il y a l'organisation de la GIRC en elle-même qui a été un bon travail en fait sur ces quelques mois. Et on espère qu'il sera au niveau de vos attentes. En tout cas, on a essayé que chacun des sujets soit balayé, l'innovation et la recherche, mais qu'on retrouve des thématiques qui s'implémentent dans chacune des disciplines des professionnels et qui parlent à l'ensemble des professionnels, qu'ils soient en CHU ou en CH, en établissement de santé. Le lien avec la ville est encore à développer, on y reviendra. Bon, fournir des repères, c'est important. Donc, il y aura un lancement d'un site internet nouveau pour le GIRC et la recherche en soins aura toute sa place sur ce site-là. Vous pourrez y retrouver l'ensemble des vidéos qui ont été réalisées depuis la dernière journée innovation recherche en soins, mais aussi les cours qui ont pu être prodigués par Philippe Agerter sur la recherche clinique et puis par Christos Chouaïd sur la recherche médico-économique. Et puis, il y en a d'autres qui s'implémenteront au fur et à mesure, et puis notamment peut-être par la création de webinaires qu'on pourra réaliser et vous proposer. Enfin, la communication, c'est important de pouvoir aussi recevoir une communication, on dira, de façon passive, parce que pouvoir la retrouver et aller la chercher, c'est une chose, mais si elle n'arrive pas facilement auprès des acteurs, on sait qu'on manquera en tout cas de puissance. Donc, la création d'une infolettre qui arrivera avec la place qu'on pourra avoir pour la recherche en soins nous paraît un élément à développer et sur lequel on reviendra régulièrement auprès de Bastien pour alimenter sur les sujets qu'on aura besoin de travailler. La constitution d'une enveloppe justement pour les coordonnateurs et l'ARS, l'écriture et l'organisation de l'appel à projet que l'on a pu mettre en place cette année avec le guide, enfin tout le travail d'instruction qu'on a voulu débuter en 2018, qu'on a finalisé en 2019 avec l'ensemble des copilotes qui sont dans le GT Réseau, mais également avec la présidence, des va-et-vient avec l'ARS également et des relectures régulières aussi entre le groupe de travail et la CES. Après, on est passé à l'accord des parties et puis on a pu lancer le premier appel à projet recherche en soins qu'on a appelé APRESO avec, il faut bien le reconnaître, une grosse dotation quand même. Et je pense que c'est une des plus grosses qu'il peut y avoir en recherche en soins en France. Donc la volonté de cet appel à projet est de profiter à faire soutenir des équipes qui débutent en recherche. Alors c'est pour ça qu'on a voulu y mettre dans cet appel à projet deux versants, deux volets. Un volet émergence pour ceux qui débutent, et puis donner un coup de pouce à des équipes un petit peu plus structurées. Et là, c'était le volet convergence. Puis l'inclusion, on a travaillé à ce qui est également l'inclusion d'un nouveau paramédical au sein de la CES. Il faut qu'on arrive aussi à avoir une certaine représentativité de nos fonctions diverses et variées, également à cette commission d'expertise scientifique, parce qu'un infirmier ne peut pas forcément évaluer ce que fait un psychomotricien. Donc d'avoir plusieurs professionnels, ça nous semble très important, surtout qu'à ce jour, nous sommes représentés par deux professionnels
de très bonne qualité, mais effectivement, nous sommes que 2 paramédicaux, enfin, il n'y a que 2 paramédicaux. Et puis, toute une partie sur la publication et l'ouverture des appels à projets, donc avec des relais sur la commission d'expertise scientifique, sur les évaluations et les expertises. Voilà ce qu'on pouvait vous dire un peu sur le financement de la recherche qu'on avait au sein du JRC, et notamment, plus précisément, sur la Proso, que Bastien Mézeret parlera juste après nous. Il nous paraissait aussi important d'agir sur des leviers pour soutenir le développement. Au-delà du financement direct de la recherche, c'était trouver des leviers qui permettent d'améliorer la culture des professionnels sur la recherche. Donc le premier, c'est d'accéder à la littérature. On sait qu'en France, c'est quelque chose de problématique. Les abonnements aux revues scientifiques sont extrêmement chers. Les universités, de plus en plus, se désengagent de ces abonnements-là parce que il y a forcément beaucoup d'argent à la clé. Donc le travail que l'on mène actuellement, c'est d'envisager l'accès à la base de données CINAHL, qui est le Cumulative Index in Nursing and Allied Health Professions, donc en fait qui est la base pour les professionnels de sciences infirmières et l'ensemble des paramédicaux, où on retrouve l'ensemble des articles qui sont listés dans cette base de données, avec un accès sur les articles en open access, donc ceux qui sont libres et ceux qui sont payants. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, et à l'Inter-JRC, notamment sous le leadership de Bastien. Et vraisemblablement, nous aurons des abonnements pour les institutions. L'autre point, c'était éventuellement rechercher des leviers pour avoir des postes de bi-appartenants. Bon, c'est une piste que l'on a évaluée, notamment avec l'ARS, qui pour l'instant n'était pas honorable, on va dire. Donc on verra pour en rediscuter ou voir sur quelle modalité on pourrait avoir des financements sur des postes bi-appartenants, mais cette piste-là, on l'a pas validée pour le moment. Et ce qui nous reste encore à discuter, et ce sera l'objet certainement des discussions de cet après-midi, c'est un temps pour les appels à projets pour les porteurs, parce qu'on sait que pour les paramédicaux, il est toujours difficile de se détacher de la pratique clinique et d'avoir du temps pour réfléchir à la recherche et du temps dans le temps de travail. Ça représente un certain coût. On peut trouver des moyens qui permettent de sanctuariser du temps de formation, incluant des temps de préparation. Ça, c'est un levier que l'on va explorer dans les prochains mois pour voir si on peut avoir un soutien de ce côté-là pour les porteurs de projets. Alors, le quatrième point, c'était le fait de se dire qu'il ne faut pas que tout ça retombe et que ça aille plus loin. Donc, sanctuariser les éléments de cette feuille de route, mais aussi la faire perdurer et rénover même, pour certains, ces axes. Alors du coup, cette feuille de route est à poursuivre jusqu'en juillet. Je pense qu'il faudra implémenter d'autres points importants, comme on a pu le mentionner au préalable. À la rentrée 2022, ce serait construire une offre originale, pertinente et attrayante, justement, sur le début de réflexion des semaines qui vont arriver, sur des passages de relais dans les continuités de pilotage, parce que à ce titre, Julien et moi, ça fait 2 ans que nous sommes copilotes. Il faut aussi laisser la place aux autres. Donc, c'est comme ça qu'on implémente des idées nouvelles et en tournant un petit peu. Donc, voilà, on cédera notre place à qui veut la prendre, bien entendu. D'entretenir des dialogues avec la CES. Il nous semble vraiment important de maintenir une collaboration et de discuter avec eux. Afin justement, comme je le disais tout à l'heure, de mettre en place une diversité des représentants des différents métiers paramédicaux et notamment des plus titrés. Alors, ceux qui sont déjà fixés au CNU, bien entendu, ceux qui seront à NCU et puis d'autres qualifications. Et en dernier point, le calendrier des formations et des animations scientifiques en 2022 que l'on veut mettre en place et qui seront créés par le groupe de travail. Donc voilà, on a fait la cartographie de tout ce qui
existe déjà, qui est déjà implémenté. Et on a travaillé à l'ouverture, justement. C'est pas la peine de refaire dans les différentes institutions des choses qui existent déjà, qui sont bien montées. Je pense qu'on a on a du temps à octroyer pour développer autre chose. Donc, du coup, voilà, on va pouvoir mettre en accès toutes ces formations, que ce soit au niveau de l'assistance publique ou ailleurs, et que vous puissiez, vous, avoir des places au sein de ces formations. Enfin, c'est vrai qu'on a encore des axes de développement, rompre la barrière entre la ville et l'hôpital, et puis accéder aux soins primaires, enfin en tout cas les valoriser de façon plus importante. Ça fait quand même partie aujourd'hui des politiques de santé, c'est certainement le modèle structurel de demain. Il y a de la place pour décentrer, on va dire, la recherche en soins de l'hôpital. Donc ça sera un axe certainement sur lequel on devra réfléchir aussi, et comment est-ce qu'on veut l'opérationnaliser au sein du groupe de travail. L'axe innovation, il est vrai qu'on s'y est intéressé un peu plus tardivement. On a eu quelques réunions où on a eu des présentations par des start-upers sur des projets qui étaient présentés. L'idée pour les start-upers, c'est vrai que rencontrer son public n'est pas toujours facile. On s'est dit que passer par un groupe constitué pouvait aussi être intéressant et pouvait donner des idées aux coordonnateurs de la recherche paramédicale pour quelque part après faire de la mise en réseau dans leurs propres établissements. On va continuer cela, et puis vous l'avez vu, il y a une place importante sur l'innovation dans cette journée innovation et recherche en soins. Il faudra continuer à la développer, parce que je suis sûr que dans les années à venir, avec le bouleversement technologique que l'on va connaître, la place de l'intelligence artificielle, il va y avoir énormément de choses à repenser dans nos organisations et même dans nos métiers, et il faut qu'on s'empare de ce sujet-là. Le dernier point, c'est sanctuariser la JIRSI, la reproduire peut-être pas chaque année. Marina et moi, on se disait qu'elle pouvait intervenir peut-être en contrebalancier de la journée francophone de recherche en soins à Angers, et pourquoi pas essayer d'avoir un certain tropisme parisien. Ce ne sera pas la première fois, mais en tout cas qu'on essaye peut-être de lui donner une dimension régionale. Pour la deuxième édition, avoir déjà autant de public, ça permettra de pouvoir construire et d'aller plus loin. Et puis l'après-zo, il va falloir qu'on pense à la version 2 de cet après-zo, qu'on tire un certain nombre d'enseignements sur ce qu'on en a fait, et qu'on propose le deuxième appel à projet prochainement. Voilà, donc nous, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, pour même écouter les propositions ou les idées que vous auriez. Ce groupe de travail, il est vivant, il a aujourd'hui 18 membres. Il ne représente pas la totalité des institutions qui sont membres du JIRSI, mais on est ouvert à tout le monde, et il y a vraiment un travail de mise en réseau important, et on y tient particulièrement. Vous avez précisé qu'il y avait 7 JIRSI en France, donc là aujourd'hui c'est la journée du JIRSI Île-de-France. Est-ce qu'il y a une journée qui regroupe ces JIRSI ensemble et qui permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe au niveau national? Est-ce que ça existe, ça, déjà? Au niveau de la recherche en soins ou en général? En général. En général, ou pour le soin. Je ne sais pas, ces JIRSI sont articulés les uns avec les autres? Alors, ils sont articulés en interne, entre guillemets, on a des réunions de travail pour coordonner nos actions, partager nos retours d'expérience, mais on n'a pas d'événement commun, effectivement, dédié national. Ça, c'est vrai mais ça pourrait être effectivement une piste pour valoriser ce qui pourrait être fait à chaque niveau. Bon, on va passer à la suite. Vous rappelez simplement que vous avez vu que vous avez une application qui est dédiée pour la journée, que vous pouvez voter pour les posters avec cette application-là, que vous pourrez aussi poser des questions, sauf pendant les ateliers, parce que pendant les ateliers, il y a un échange direct avec la salle. Et dans l'application, vous pouvez retrouver sur l'onglet menu qui est en haut à gauche de vos téléphones, la composition du groupe de travail, et puis les intervenants de la journée avec des biographies si vous voulez un peu plus de renseignements. Et avant de finaliser, quand même, de dire un grand merci à Bastien. Ben oui, parce que ça, on l'a pas dit. Forcément, parce que sans son aide, sa collaboration, sa disponibilité, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire, nous, copilotes de ce groupe de travail recherche en soins. Donc on t'en remercie énormément. Également Guillaume, mais Anne-Sophie aussi, qui aurait pu être avec nous.
Et puis on voulait remercier Christo Schweid d'avoir donné sa confiance pour qu'on puisse monter ce groupe de travail. Et puis on espère que cette confiance va perdurer avec le professeur Simon. Donc merci à tous pour votre soutien et votre aide pour le GT Réseau en tout cas. Juste faire un commentaire puisque vous m'avez sollicité pour dire que, comme je l'ai dit dans mon discours, j'ai été parmi celles qui a beaucoup poussé, même si vous ne l'avez pas su, pour la recherche paramédicale, y compris en Île-de-France, et dans le dossier que nous avons fait avec Christos Schweid, mais aussi Elisabeth Hullier-Amar et l'ensemble du bureau, nous avons mis en valeur l'importance du travail en recherche paramédicale. Et tous ceux qui me connaissent, qui connaissent mon parcours, le savent, mais je me permets de le dire du coup pour ceux qui ne le savent pas. Je coordonne sur le plan national un DU qui est très connu, qui s'appelle le DU FARC Tech Vigilance, depuis plus de 30 et quelques années. Un master de recherche clinique dans lequel il y a pas mal de paramédicaux et d'autres. Et j'ai toujours défendu l'importance de cette recherche paramédicale et aussi le partenariat entre médecins et paramédicaux, parce que je pense que, encore une fois, il ne faut pas... souvent, j'ai toujours été très gênée par cette dichotomie que nous avons. Parfois, on le ressent, que ce soit chez les médecins, mais aussi chez les paramédicaux, sur le fait « Ah non, nous, on est des paramédicaux » ou « Non, nous, on est des médecins », etc. Je suis totalement contre ça. Je veux qu'une chose, c'est de la recherche, en tout cas en ce qui me concerne, la recherche clinique de qualité par qui que ce soit, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça soit bien fait. Voilà. Dernière chose, je ne sais pas si Madame Aparicio est dans la salle. Oui, elle est là. Je voudrais dire une chose parce que j'ai oublié de le dire. Et je l'avais noté, et j'y tiens à ça. Je voudrais vous en parler parce qu'il y a peu de temps, elle m'a autorisé, je lui ai demandé son autorisation de l'utiliser. Et elle a passé une validation des acquis pour avoir son master de recherche clinique à Sorbonne Université. Donc, et je présidais ce jury, puisque je coordonne le master. Et elle avait fait un document où elle fait son parcours. Et dans l'introduction, elle a écrit quelque chose qui me semblait absolument essentiel. Je voudrais la lire pour vous et de vous donner du coup l'envie pour la journée, j'espère. Elle écrivait que la recherche clinique est reconnue pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des malades, par l'accès à des thérapies, stratégies de soins innovants, le suivi, la surveillance des protocoles, les examens complémentaires réalisés, dont les patients bénéficient lorsqu'ils participent à un essai clinique. J'ai découvert, c'est elle, que pratiquer la recherche clinique était une autre façon de prendre soin. Il s'agit plus d'en élargir la dimension que d'y renoncer. Et aujourd'hui, l'infirmière que je suis possède, de par sa formation initiale, mais aussi sa formation continue et son expérience, l'esprit, la démarche scientifique et l'approche soignante nécessaire à la pratique de la recherche clinique. Et ces compétences acquises tout au long de ma carrière sont transposables à cette activité. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, tout est dit. Voilà. Et donc, je me permets de finir mon discours par ça, parce que ça me paraissait vraiment essentiel à rappeler ici. Et vous utilisez la journée pour essayer justement d'aller plus loin, d'y réfléchir, comment vous pouvez l'organiser. Je pense, je n'ai pas mes lunettes, je vais le remettre, mais je suis sûre que dans la salle, il y a Philippe Agerter quelque part. Et, ah oui, voilà, je le vois. N'hésitez pas à aller le harceler pour qu'il vous donne des rendez-vous et qu'il vous aide à monter vos projets, j'espère intéressants et pertinents dans les mois et les années à venir. Je vous remercie.